Promis de vous parler de l'action Apple de Gustave. C'était pas une blague. En 1987, il avait des actions Apple à 20 $. En plus, l'action s'est dédoublée en 87. Il en avait donc 2 fois plus. Et pendant l'année qui a suivi, il les a revendues avec un certain bénéfice. Sauf une qu'il m'a montrée et qui vaut plus de 10 fois son prix initial sur le marché boursier. Mais comme elle est sous verre et qu'elle est datée 87 avec des petites pommes dans les marges grises en haut et en bas et un gros tampon, elle vaut très cher, m'a-t-il dit. Je rappelle que Gustave est bouquiniste, mais c'est l'occasion de montrer combien dans une certaine génération et jusque chez les anarchistes socialisants de ces années-là, on croyait sincèrement au début à la vocation anti-Big Brother de ces grosses sociétés de la Silicon Valley. Disons que Gustavo à l'époque avait donné dans le panneau de l'Amérique New Age. Il avait de la famille à New York, il a travaillé dans un restaurant italien de l'un de ses oncles pendant 6 mois dans ces années-là, les années 80, et il croyait sincèrement que Steve Jobs, avec ses petits ordinateurs-là, allait rendre les gens plus libres. Ensuite, il m'a affirmé qu'il avait compris tout de suite, très vite, ce qui se passait 10 ans après, lors de l'arrivée de Google puis de Facebook. Et déjà, il m'a dit qu'Apple était devenu pire que les autres puisque ses ordinateurs s'étaient refermés de plus en plus sur le secret, sur l'assistance client du genre « faites comme on vous dit et n'essayez pas de comprendre », sur la communication délirante, sur une marge commerciale éhontée, sur une obsolescence très rapide, trop rapide, pendant que les ouvriers chinois, eux, étaient toujours plus nombreux à travailler pour un salaire minable, dont la moitié passait dans le logement et la nourriture. Mais pour le reste, pour Google et Facebook, il m'a affirmé que la dérive actuelle, eh bien, il l'avait prévue. Alors je lui ai demandé de préciser quelle dérive, bien que je le sache quand même un peu, mais moi je pensais plutôt au monopole, au côté optimisation fiscale, etc., au côté GAFA. Alors que lui, pas du tout. Enfin, pas d'abord. Il pensait, lui, d'abord à la façon dont Google et Facebook étaient intervenus directement pour favoriser l'élection d'Emmanuel Macron en France. Alors, je lui dis, parle plus bas, on pourrait nous entendre. On pourrait te prendre pour un complotiste, par exemple, un gilet jaune. Et nous étions au café et le patron qui passait a dit, mais c'est fait depuis longtemps. Vous riez, a dit Gustave, mais moi je maintiens que Macron a été élu notamment grâce à une conjuration de Google et de Facebook qui ont trafiqué les résultats de recherche et les référencements. Il n'y a aucune raison que pour les élections européennes d'ailleurs et pour demain pour les municipales, ça ne se passe pas de la même façon. Ces grosses boîtes sont capables de peser sur l'opinion de manière très grave. Pour ce qui est de Campagnol, petite parenthèse, j'ai quand même un témoignage à apporter. Il se trouve que j'avais trouvé intelligent en avril 2017 de copier tous les soirs sur un site Facebook nommé Campagnol, la chronique du jour, celle-ci, sans autre commentaire. Et ben après un mois, juste avant l'élection, Facebook a supprimé le compte sans explication. Mais de là, on pensait que c'était spécifiquement pour ratisser l'allée sous les pieds du candidat Macron. J'allais quand même pas donner dans la paranoïa à ce point-là. Eh bien, je vous propose 20 secondes d'interview de Julian Assange que m'a envoyé Gustave sur mon téléphone. Eh bien, c'est terrifiant parce qu'on peut pas douter que que Julian Assange soit mieux informé que le patron du bas. Et si ça se trouve, ces sociétés balancent en ce moment même tout ce qu'elles savent sur les gilets jaunes à la DGSE. J'en profite pour prendre congé de vous. Abonnez-vous, merci. Voici Assange. Feeling the heat of criticism. Facebook and Google decided to explicitly intervene in the French election. That is, to say explicitly that they were setting up a mutual task force to prevent the spreading of what they called fake news during the French election. Il y a eu peu de jours de pluie cet été, mais pendant les rares après-midi où l'on restait chez soi, on est allé chez les autres, les voisins. Les autres sont souvent des familles de Lyon ou de Toulouse dont la mère est née à Campagnol, qui a hérité de la maison et qui revient à 80 ans accompagnée d'un mari assez ronchon pour accueillir enfants et petits-enfants. Et alors la famille à laquelle je pense a ainsi une énorme maison au cœur du village, près de chez moi, avec un grand escalier du XVIIe siècle, des chambres en pagaille, une courette à colonnes, des ateliers, des serres et une cave qui sert de boîte de nuit aux enfants. En l'occurrence aux petits-enfants, et parmi les petits-enfants, il y a un gamin de 15 ans nommé Valentin, qui est très intelligent, qui est très bon en maths,
paraît-il, et qui joue à des jeux vidéo sur son ordinateur portable. Il fait pas que jouer, il regarde aussi des films. Et c'est là qu'est mon sujet, je l'ai interrogé sur ce qu'il regardait cet après-midi-là. Plus vieux, il a enlevé son casque et il m'a dit Batman. Alors là, jusque-là, tout était normal, sauf qu'il a enchaîné aussitôt en me disant, si vous voulez, je vous passe un disque dur, j'ai 2 téraoctets. Des téraoctets de quoi? De films. Alors 15 ans, 2 téraoctets, ça faisait 1 millier de films, donc il faut déjà trouver le temps. En tout cas, il ne devait pas faire grand-chose d'autre. Il n'avait pas de frère aîné. Je lui ai demandé aussitôt où il était allé chercher un butin pareil, et je m'attendais à ce qu'il me dise c'est mon oncle ou quelque chose comme ça, mais sa seule réponse, ça a été à Toulouse, on a la fibre. Et puis on se les file au collège. Alors il m'a reproposé de me prêter son disque dur, là, puis j'ai pensé à vous, je me suis dit, quelle belle occasion d'effectuer une plongée dans l'imaginaire d'un adolescent de 15 ans, élève d'un collège religieux à Toulouse, pour vous en rendre compte. Alors voilà, j'ai pris les fameux 2 téraoctets piratés sous forme d'un disque dur, et j'ai regardé à toute allure le catalogue sur mon ordinateur à moi, et par chance, ce gosse un peu timbré quand même, mettait des étoiles à côté des noms de films, ce qui fait qu'on pouvait se faire une idée de ses préférences. Rassurez-vous, je ne vais pas vous citer de titres, mais quand on analysait les 5 ou les 4 étoiles, on était frappé de voir qu'il s'agissait exclusivement de ce que Gustave aurait appelé des merdes américaines. Là, je parle pas des films de super-héros, hein, ça pour un adolescent c'est normal. Non, je vous parle de ces innombrables films psychologiques absolument immondes, très très malsains et cruels qui se passent à Détroit ou à Seattle, où le héros devient du gibier pour des services secrets, où une fille est traquée, où un couple est séquestré puis torturé, où une bande s'attaque à une autre bande, où on pique des voitures pour faire la course en ville. Et puis je vous parle surtout de ce nombrilisme américain absolu qui fait qu'on balance à la planète entière, entre 2 carnages au fusil à pompe, des plaisanteries de machines à café qui font référence à Dolly Parton, à Oprah Winfrey, comme si tout le monde, d'un bout à l'autre de la planète, était censé savoir qui était l'une et l'autre. En l'occurrence, c'est une chanteuse de country et une animatrice. Le tout, évidemment, tout en anglais, version originale, aucun sous-titre, aucune traduction du titre. Mon jeune Valentin, là, m'a dit « Oh, mais le sous-titre, c'est nul !» Mais il y a surtout une chose qui m'a frappé. Je n'avais pas vu le film Gravity, j'ai donc regardé avec curiosité. Vous savez, c'est un film qui se déroule en orbite terrestre, avec un accident de station spatiale qui laisse 2 astronautes perdus dans le vide. Et bien même dans cet environnement, disons, assez intimidant, les 2 héros s'envoient des vannes de camionneurs américains, et surtout à aucun moment, aucun d'entre eux ne se retourne vers l'immensité admirable du cosmos. Alors quand j'ai rendu les 2 téraoctets à mon jeune, là, je lui ai demandé ce qu'il lisait en ce moment. Il m'a répondu Guillaume Musso. Vous savez, c'est un auteur français dont la plupart des personnages s'appellent Parker ou Johnson, et ils se rencontrent à la terrasse d'un Starbucks dans une ville américaine à la veille de Thanksgiving, et là sa grand-mère, la grand-mère de Valentin, qui avait de l'humour, m'a dit en haussant les épaules, il prend de l'avance, quand il aura 20 ans, au train où on va, Musso sera probablement au programme de l'agrégation. Abonnez-vous, merci. Gustave est très remonté à propos des élections prochaines. Il dit que le municipal, c'est le premier stade où les gens comprennent ce que c'est que de ne pas être entendu. Et ça commence quand il voit commander une douzaine de bancs publics, même pas dignes d'une aire d'autoroute, qui polluent visuellement une petite cité où il y a des façades du XVIe siècle, ou des abribus rouges vifs. Ils se demandent, les administrés, qui a pris la décision d'acheter ça, et ils ont toujours un mal fou à le savoir. Eh ben, il faut qu'on sache désormais, il faut envoyer des espions dans ces équipes municipales trop soudées, qui feront leur coup en douce avec des fournisseurs choisis on sait pas comment, mais c'est pas gagné parce que les gens, me dit-il, n'ont toujours pas compris qu'il faut absolument qu'ils votent pour que ça change. Et les politiques, eux, n'ont pas compris non plus que c'est pas une question de s'inscrire ou non sur les listes électorales. Récemment encore, là, Le Pen disait « inscrivez-vous », mais c'est pas le problème. Il y a largement assez d'inscrits. La vraie question, c'est d'y aller quand on est inscrit. J'ai fait le compte, me dit-il, à Campagnol, comme ça pour voir, c'est effrayant. Quand tu regardes bien, la moitié des électeurs inscrits vivent ailleurs. Et parmi ceux qui vivent et qui travaillent ailleurs, 1/3 seulement remonte au village pendant les élections pour aller voter, et personne ne fait de procuration par paresse. Donc il y a à peu près 1/4 des inscrits qui ne votent pas.
Mais c'est pas, comme on nous dit, pour protester. C'est pas parce qu'ils sont dégoûtés de la politique. C'est parce que c'est trop compliqué, tout simplement, si j'ose dire. Et comme il y a de plus en plus de gens dehors, parce qu'ils ont dû aller trouver du travail ou parce qu'ils se sont mariés ailleurs, tu m'as compris, me dit-il, ceux qui restent sont là pour magouiller entre eux. Au Conseil, il y a une majorité d'agriculteurs, par exemple, alors qu'ils représentent 10% de la population. Et vas-y que je te vote des avantages qui profitent aux agriculteurs, et tout le monde trouve ça normal, eh ben pas moi. Alors qu'est-ce que tu proposes, lui ai-je dit, pour que les gens qui travaillent à Toulouse votent dans leur village sans être obligés de revenir? Attends, me dit-il, mais quand tu travailles à Toulouse et que t'as pas mis les pieds au village depuis 2 ans, qu'est-ce que tu fais avec ta taxe foncière? Tu la payes ici ou ailleurs? Tu payes à distance, évidemment, par Internet. Alors ça coûterait quoi de rajouter un espace électeur dans ton compte France Connect? Déjà, tu payes tes impôts par Internet, c'est obligatoire maintenant, tu as un numéro unique, on sait que tu es majeur, on peut savoir facilement si tu es inscrit, on te donne un bulletin virtuel avec 11 noms, et tu votes pour la liste de ton choix sans bouger de Toulouse, ou de Dunkerque, ou du Brésil, si tu travailles au Brésil. Tandis que là, si tu veux voter au village, il faut aller dans une gendarmerie, ou là où tu habites, ou un commissariat, attendre parmi des mains courantes, remplir un papier en 2 exemplaires, le gendarme a l'air de s'en foutre littéralement, ensuite il te laisse un bordereau, puis il envoie le formulaire à Campagnol, et puis je te raconte pas si tu habites au Brésil comme Jean-Claude, à Campagnol, quelqu'un va voter à ta place, qui, ça suppose que tu connaisses quelqu'un assez bien pour lui dire tes préférences, pour lui faire confiance quand il vote. En fait, tout est fait pour dissuader les gens de signer une procuration. C'est ça la vérité. C'est compliqué au départ, à l'arrivée, c'est compliqué psychologiquement. Et il n'y a aucune chance que ça s'arrange, puisque bientôt la majorité des gens seront hors du village pour travailler les 9/10 de l'année. Mais ce qu'on comprend pas, lui, je dis, c'est pourquoi ils s'inscrivent pas à Toulouse, enfin là où ils vivent en ce moment. Eh bien, il me répond parce que demain, ils seront ailleurs qu'à Toulouse. Ils ont l'habitude d'être promenés comme ça de plus en plus par leurs employeurs, parce qu'ils divorcent, parce qu'ils changent sans arrêt de vie. Et Campagnol, c'est le seul lieu permanent dans leur existence, et pourtant c'est le lieu où ils ne décident plus rien. Eh ben, il faut que ça change, me dit-il. Et tu proposes quoi, à part peindre en jaune les préfectures? Eh ben, déjà, on pourrait commencer par ça. Voilà, c'était Gustave dans le texte, j'en dis pas plus, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, merci. Il y a une chose dont seuls les gens qui visitent des vues en campagne s'aperçoivent, c'est que le système marchand est tombé sur la tête. Oui, parce qu'il leur décrit à travers la publicité un monde absolument étranger au leur, voire hostile, offensant pour le leur. La première illustration que je vais vous en donner concerne la Banque Postale, qui est par définition très implantée en milieu rural, en milieu modeste, mais qui a lancé il y a 3 mois une campagne de pub télé dont l'un des sujets était à peu près « Vous avez le droit de piquer des sushis à votre banquier quand vous allez déjeuner au restaurant avec lui, parce qu'à la Banque Postale, ceci, cela ». Voilà, retour sur image. Qui en campagne, qui dans le peuple en général va au restaurant avec son banquier? Je vous le demande, personne évidemment, et qui mange des sushis comme à New York, comme dans le milieu publicitaire, et qui a imaginé cette scène? Personne non plus évidemment. Donc la publicité Banque Postale, celle-là, banque qui a quand même un distributeur de billets à Campagnol, c'est vous dire que je suis allé photographier pour vous. Cette publicité a été conçue en l'occurrence par une toute petite poignée de gens qui mangent des sushis avec son banquier à Paris et qui croient que ça peut être le sujet d'une publicité qui s'adresse à la France entière. Mais le pire, c'est quand vous débarquez chez Lucienne, 80 ans, une femme magnifique avec une tête d'officier de marine, qui a une queue de cheval toute blanche, qui vit avec son frère dans une ferme à l'ancienne, avec des chiens partout, des chèvres, des lapins, des poules. Alors comme elle a travaillé toute sa vie au grand air, cette dame, son visage est une espèce de cuir beige tout plissé, très abîmé. Son nez a pris le soleil trop souvent, mais elle sourit tout le temps, et elle a des yeux magnifiques, d'un bleu intense, et puis elle lit des romans, et elle vous aime bien parce que vous en écrivez. Eh ben, elle s'arrête une seconde, là, pendant qu'elle vous parle, devant la télévision, c'est le moment que choisit la télévision, dans l'arrière-cuisine, pour dire, une voix très jeune, « Bon, je préfère vous l'avouer, j'ai une peau sensible, et moi et ma peau, on adore la lotion machin truc. »
Et là, vous frissonnez quand même de dégoût rien qu'à l'expression « moi et ma peau » et vous avez envie de vomir rien qu'à imaginer les créatifs en agence à Neuilly-sur-Seine en train d'écrire un truc pareil. Mais le pire du pire, c'est quand la dernière Audi vous vante ses mérites et que vous regardez la pub en parlant à Roger, le frère à Lucette, qui est son aîné, qui est très fatigué en ce moment, un très grand type, avec les épaules très voûtées. Et ben dans la pub, c'est un grand noir du genre basketteur qui vous dit texto « La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si elle n'est pas intense ». Et là, on voit 3 filles pulpeuses en body fluo qui confirment en hochant la tête. Et vous mesurez la violence ordinaire de ce genre de message publicitaire qu'on peut appeler macronien quand il est reçu par des gens dont la vie n'a jamais été intense, qui sont plus ou moins parkinsoniens, qui vivent dans leur trou au milieu d'une province où rien n'est jamais intense, sauf peut-être le froid en hiver et la brûlure du soleil en été, et qui sont sans arrêt poussés hors du jeu, ou du jeu social, par l'écho envahissant de la vie des autres comme ça, sur un écran d'ailleurs de plus en plus large, 1 mètre, 1,50 m, que leur nièce leur a offert pour qu'ils puissent regarder sur LCI des filles de toutes les couleurs qui disent c'est clair, qui parlent d'infos, d'actu, de décryptage toute la journée entre 2 pubs Audi. Eh bien, comme me l'a dit Gustave, la télé des riches, c'est un peu comme si Marie-Antoinette faisait un direct de Trianon tous les jours, et ça finira probablement pareil. Abonnez-vous, merci. Je voudrais évoquer une publicité joliment tournée, c'est-à-dire bien filmée, à propos d'une jeune fille qui essaie de parler à sa grand-mère par téléphone, mais la grand-mère perd le signal et la jeune fille dit à ses amis « je vais aller la voir parce que le portable ne passe pas dans sa campagne ». Il suffit de quelques plans pour raconter cette journée, le cinéaste fait très bien son métier, le monteur encore mieux, tout ça pour nous dire à la fin que la grand-mère a feint le mauvais signal téléphonique pour inciter sa petite fille à venir la voir. Et c'est là que vous apprenez que Bouygues est le premier opérateur en campagne, mais à Campagnol, nous le savons parce que nous avons un relais Bouygues sur le coteau d'en face, et c'est là que le bas blesse, et pourquoi blesse-t-il le bas? Parce que Bouygues est le premier opérateur à Campagnol, mais seulement quand il ne pleut pas. Oui, parce que depuis 6 mois, un peu plus même, dès que nous avons une grosse pluie, le lendemain, plus personne n'a de signal. Et quand vous coincez le maire, qui préside la communauté de communes, qu'on appelle une Comcom, pour lui dire, faudrait quand même régler ça, hein, eh bien il vous répond, on n'a qu'à appeler Bouygues. Oui, mais chez Bouygues, on vous répond que c'est la communauté de communes qui doit signaler ce problème, sans quoi le technicien ne peut pas se déplacer, il n'en a pas le droit. Alors là, quand vous analysez le truc, vous vous en venez rapidement à la conclusion suivante. Quand vous faites remarquer au maire, à tous ses sbires, à tous les élus en général, que ça fait 6 ou 8 mois qu'ils s'occupent de rien, et que nous n'avons plus de portable pendant une journée dès qu'il pleut, plutôt que de l'admettre et de faire le nécessaire, eh bien, il préfère laisser planer un doute sur votre qualité d'observateur du phénomène, d'un air de dire on ne veut pas remuer ciel et terre pour un type qui prétend qu'on n'a plus de portable dès qu'il pleut. Si ça se trouve, il a rêvé, il est complètement mytho. Donc vous êtes obligé de faire une enquête personnelle parmi les habitants dotés d'un portable. Ensuite, vous demandez à l'EDF un relevé des micro-coupures pour voir si ça correspond avec les jours de pluie. Et enfin, vous téléphonez à la préfecture pour leur dire poliment, patiemment, que vous avez là un faisceau d'indices concordants, mais que le maire, on ne sait pas pourquoi, refuse de voir l'évidence et de faire donc le nécessaire, par orgueil sans doute. À la fin, le maire finit par téléphoner à Bouygues, visiblement furieux que la préfecture l'y ait invité, l'y est obligée en fait, en lui disant « mais qu'est-ce que vous foutez là, tout le monde se plaint ». Donc Bouygues envoie finalement un type avec un véhicule équipé et la question est enfin réglée après 6 mois de service intermittent, et ce malgré donc la mauvaise volonté des élus qui préféraient visiblement ignorer ce problème tant qu'on pouvait se reposer sur les jours où ça marchait pour pouvoir dire « vous voyez bien que ça marche, la preuve ». Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que plus on attend pour résoudre un problème, plus il persiste à se poser et plus surtout les élus se réfugient dans le déni pour faire excuser leur propre incurie, leur trop longue incurie. Vous n'avez qu'à appliquer ce principe à la situation nationale et au rapport du peuple avec l'Élysée, par exemple, ben ça fait plus d'1 an que ça ne passe plus, le signal ne passe plus, et les élus refusent de voir qu'il n'y a plus de signal. Les techniciens vont finir par le rétablir, évidemment, mais les gens sont durablement furieux désormais, et surtout, ils ont grande envie de changer d'opérateur. Abonnez-vous, merci.